Notre conférencière est avec nous, Laetitia Vito, depuis Munich. Bonjour Laetitia. Bonjour Jacqueline. Laetitia et moi nous connaissons depuis une dizaine d'années et je vais brièvement résumer ton parcours, Laetitia. Hein. Tu as fait HEC, puis tu as passé une agrégation d'anglais, tu es devenue professeur, tu es partie à Londres, tu es devenue autrice et conférencière. Depuis quelques années, tu réfléchis à des thématiques sociales, ce qui nous concerne tous, en particulier sur le monde du travail. Et l'année dernière, tu as publié un livre qui a été mentionné déjà à plusieurs reprises, donc je pense que les ventes vont exploser maintenant, du labeur à l'ouvrage, et qui a été très bien accueilli par le public. Nous voulons ce matin, dans un premier temps, parler de ces tendances que tu as identifiées, et dans un deuxième temps, du nouveau contexte qui est imposé par la crise sanitaire. Et entre les deux, après la deuxième partie, Catherine posera vos questions à Laetitia. Nous sommes très heureux que tu aies accepté l'invitation de nous parler ce matin et nous sommes curieux d'entendre tes réflexions, des problèmes comme des solutions. Donc, la parole est à toi, Laetitia. Merci beaucoup Jacqueline. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Je suis très heureuse de parler dans ce contexte. Déjà parce que ça ne se voit pas puisque tout est numérique, mais je suis en Allemagne depuis novembre 2020. Je me suis installée près de Munich en pleine pandémie. C'était un projet de vie de long terme parce que j'ai une grande partie de ma famille en Allemagne et que je souhaitais que mes enfants apprennent l'allemand. Donc voilà, ce contexte est important pour moi parce que je suis voilà, entre ces deux pays qui sont mes deux pays de famille depuis ma naissance. Comme l'a précisé Jacqueline, je suis devenue, où j'ai fait du futur du travail mon métier, ou le sujet de ma recherche, puisqu'en 2015, j'ai créé une entreprise pour faire de la recherche sur les sujets des organisations, de leur transformation, des ressources humaines et de l'avenir du travail. Alors évidemment, personne n'est spécialiste de l'avenir, par définition, c'est impossible. En réalité, on s'intéresse beaucoup plus au présent et au passé pour dessiner des tendances et comprendre des évolutions à l'œuvre. Donc c'est peut-être davantage un travail d'histoire qu'un travail d'invention du futur, mais je reste convaincue que la meilleure manière de prédire le futur, quand il s'agit de travail, ça reste quand même de le créer, de s'en emparer et de probablement militer. Et c'est pour ça que cette année 2020 et 2021, c'est une grande année d'activisme et souvent toutes sortes de tendances existent, mais celles dont on s'empare soi-même sont les plus importantes parce que c'est celles que l'on souhaite voir advenir. Donc, il y a toujours aussi une part d'utopie quand on parle de travail. Et il peut y avoir des tendances contradictoires, mais celles dont on s'empare sont les plus essentielles. Alors, comme vous l'avez dit, j'ai beaucoup parlé ou écrit sur le futur du travail dans ce livre, cet ouvrage qui est paru il y a un peu plus d'un an maintenant, qui s'appelle Du labeur à l'ouvrage. Et en guise d'introduction, j'aimerais, avant qu'on s'intéresse de plus près à l'impact de la pandémie sur le travail, vous expliquer dans les grandes lignes la thèse que je défends dans ce livre, du labeur à l'ouvrage. Alors, le passage de ces deux mots, c'est le cœur de la thèse. L'idée est de dire qu'on a hérité d'un rapport au travail qui nous vient en grande partie du milieu du XXe siècle et qui est celui du paradigme fordiste de l'industrie automobile. Alors, certes, on est peu nombreux à travailler dans l'automobile aujourd'hui, même si ils sont un peu plus nombreux en Allemagne, mais le paradigme, c'est l'ensemble des institutions, du rapport au travail, de la protection sociale, de l'organisation du travail, qui en fait n'est pas que dans l'automobile. Hein. Donc c'est pour ça que je précise, l'automobile n'est qu'un modèle fondateur, on va dire en quelque sorte. Donc ce modèle de l'industrie fordiste, c'est celui de ce que j'appelle le contrat de labeur. Le contrat de labeur, c'est le suivant, c'est qu'en échange de la division du travail, hein, celle héritée du taylorisme, du fordisme, et de la subordination, donc ce lien de subordination qui est au cœur de la relation salariale, eh bien, on avait un ensemble, un agrégat d'avantages
multiples dont on peut dresser une courte liste. Il s'agit en premier lieu, bien sûr, de cette fiche de paye, la sécurité de l'emploi. La fiche de paye vous donne la preuve de la solvabilité, ce qui vous donne accès au crédit bancaire ou bien à la location d'un logement, parce que les bailleurs vous font confiance, vous pouvez accéder au logement avec cette fiche de paye. Vous avez tout un tas d'avantages qui se sont constitués au cours du XXe siècle, qui sont des congés payés, des droits à des revenus futurs de retraite, donc des droits à la retraite, des protections s'il arrive quoi que ce soit à votre entreprise ou qu'il y a des problèmes conjoncturels, donc des droits à des prestations en cas de chômage. Vous aviez des syndicats très puissants qui négociaient pour vous des avantages futurs toujours plus importants. Via ces syndicats, une identité politique oui, voilà, aussi politique, hein, qui vous donnait une voix VOIX et des voix VOIE-S, parce que ces syndicats réparaient des sorties en cas de conflit, de problèmes, etc. Vous aviez, dans le contexte qui était celui du milieu du XXe siècle, qui est celui des Trente Glorieuses, la promesse d'un enrichissement futur, la promesse d'une situation meilleure pour vos enfants. C'est aussi, par exemple, dans le contexte américain, la généralisation des études supérieures pour les plus jeunes. Donc, il y avait dans le package, dans cet agrégat aussi, cette idée que les choses seraient toujours meilleures et qu'elles seraient toujours meilleures pour vos enfants. Je parlais d'une sorte d'alignement dans l'ensemble de ces agrégats en parlant des Trente Glorieuses. Vous aviez aussi l'idée que votre travail contribuait à faire fonctionner l'économie, contribuait finalement à faire le bien. Il y avait cet alignement. La phrase ou la citation que je donne toujours, c'est celle de ce qui est bon pour General Motors est bon pour l'Amérique. Alors, le General Motors, c'était un temps, ça a été la plus grande firme automobile américaine, et donc c'était vraiment l'emblème de l'économie américaine, basée à Détroit, dans la ville de Détroit. Et il y avait cette idée que si vous faisiez tourner tout ça, c'était bon pour l'économie, c'était bon pour l'Amérique, c'était bon pour tout le monde. Il y avait cet alignement. On n'avait pas encore cette idée que la production en elle-même peut être toxique, nocive pour l'environnement, ou bien contribuer à l'augmentation des inégalités, etc. Tout ça, c'est venu bien après. Donc, vous l'aurez compris, en fait, cet agrégat, et je n'ai pas fait une liste complète de tout ce que ça comprend, mais cet agrégat rendait l'aliénation liée à la division du travail et à la subordination tout à fait acceptable, voire désirable même. Un contrat salarié était quelque chose de désirable. Et du coup, on se posait assez peu la question du travail en lui-même, la manière dont il est organisé, le bien-être dans ce travail, le sens de ce qu'on faisait, des tâches qui constituaient l'emploi qu'on avait. Et pourtant, la division du travail, les premiers économistes comme Adam Smith avaient déjà concédé qu'il comportait une part aliénante, parce que avoir un travail très spécialisé, avoir une division des tâches, cela implique un appauvrissement intellectuel, cognitif, professionnel par rapport à un monde de l'artisanat où on savait faire beaucoup plus de choses, où on était complètement maître de son emploi du temps, maître de son destin professionnel aussi. Donc tout d'un coup, cette dépendance extrême vis-à-vis d'un employeur, vis-à-vis d'une organisation qui vous donne des tâches qui en elles-mêmes n'ont pas de valeur, qui n'ont de valeur que dans l'ensemble de l'organisation, dans un contexte où il y a une hiérarchie très stricte, une séparation très nette entre ceux qui pensent le travail et ceux qui l'exécutent, hein, les ingénieurs qui imaginent les chaînes de production et des ouvriers qui exécutent des tâches répétitives. Eh bien, dans tout cela, il y a quelque chose de profondément aliénant. Je le disais, hein, même Adam Smith disait, oui, il y a une aliénation. Il disait, il y a une aliénation, mais la richesse que la division du travail permet de créer est telle qu'elle compense cette aliénation. En gros, il y a des contreparties qui la rendent tout à fait acceptable. Eh bien, ce contrat de labeur qui fonctionnait si bien et qui a donné naissance à toutes les institutions avec lesquelles on vit encore, des institutions de protection sociale, des institutions de formation, l'école de la République en France, toutes ces institutions-là qui se sont développées, renforcées, cimentées au cours du XXe siècle,
eh bien, ce contrat de labeur si vertueux, il se désagrège. Il se désagrège à très grande vitesse et cela a des conséquences très multiples. Et le phénomène ne date pas de la pandémie. La pandémie a accéléré les interrogations sur cette désagrégation, sur ce désalignement, mais ce n'est pas le début. En réalité, les choses ont commencé, on va dire, assez doucement dès les années 70, avec une très forte augmentation des inégalités, avec une désindustrialisation accélérée qui a amené à un affaiblissement des syndicats, qui a amené finalement aussi à beaucoup plus de questionnements sur l'organisation du travail. Il y a eu la mondialisation le début de la mondialisation de l'économie, avec en particulier la standardisation du conteneur et l'augmentation ensuite exponentielle du trafic maritime, des porte-conteneurs, etc. Donc, délocalisation de production dans des pays où le coût de la main-d'œuvre est plus bas. On a eu, donc je le disais, la désindustrialisation, le déclin des syndicats très rapide et très fort. On a eu la création rapide d'une classe de travailleurs qui n'appartenaient pas à ce monde du contrat de labeur vertueux. Alors, je tiens à préciser qu'il y avait déjà, même à la grande époque du Fordisme, tout un tas de travailleurs qui n'étaient pas concernés, hein. Il y avait les travailleurs, et notamment travailleuses domestiques, ou aux États-Unis, par exemple, des travailleurs agricoles qui n'étaient pas du tout inclus là-dedans. Donc, c'est un modèle dominant qui n'a jamais inclus tout le monde, petite parenthèse. Et puis, on a eu les années 80, les années 90, la financiarisation de l'économie, le changement de ce rapport entre les employeurs et les travailleurs, avec la fin de l'idée de l'emploi à vie, de la sécurité de l'emploi, du début de ce qu'on a connu ensuite pendant plusieurs décennies de chômage de masse, d'un chômage dont on n'arrive plus à se défaire, la perte de confiance petit à petit, avec aussi cette révolution qui est celle des mouvements pour la défense de l'environnement, qui ont commencé aussi à planter cette graine, dire que beaucoup du travail que l'on fait peut être finalement toxique, néfaste. Donc un désalignement progressif même en termes de valeur et de sens qui s'est mis au cœur de ce contrat de labeur lorsqu'il existait encore. Et puis révolution numérique qui a commencé là aussi bien avant les années 2000 et qui a accéléré la fin de l'unité de temps, de lieu, d'action que l'on pouvait connaître. On pourrait ajouter tout un tas d'autres phénomènes très importants, hein, comme le ces cabinets de conseil en stratégie qui, dès les années 70-80, ont conseillé aux entreprises de se recentrer sur leur cœur de métier et donc d'externaliser tout un tas de postes qui étaient auparavant des emplois salariés dans l'entreprise. Et donc, petit à petit, on a une plus grande fragmentation de l'entreprise avec, en son sein, dans les murs de l'organisation, des gens qui ne sont pas forcément salariés de l'entreprise pour lesquelles ils travaillent. Et donc, tout cela a beaucoup complexifié le rapport. Tout ça pour dire, vous allez me dire, je n'ai parlé que de contrat de labeur, je n'ai pas encore parlé d'ouvrage, qu'on vit une transition très profonde depuis 40 à 50 ans qui prend des formes très différentes parce que puisque le contrat de labeur se désagrège, que ces avantages multiples qui rendaient l'aliénation acceptable se désagrègent, eh bien, on questionne beaucoup plus le travail, le sens du travail, l'organisation du travail. On questionne la subordination. C'est pour ça que beaucoup cherchent à trouver autre chose, une forme d'ouvrage dans le travail indépendant, dans le freelancing, dans un retour de l'artisanat. On questionne la division du travail. On se dit il faut qu'on s'épanouisse et qu'on apprenne toujours plus parce que les carrières semblent plus précaires, semblent faites de transitions multiples. Et donc, les pistes qui se dessinent et dont on va parler dans la suite de ce colloque concernent l'invention d'un autre rapport au travail que j'appelle le contrat d'ouvrage. Ce contrat d'ouvrage se fait en dehors de la division du travail caractéristique du Fordisme, en dehors parfois de la subordination, ou alors dans une forme de subordination qui n'est plus que juridique et qui n'est pas forcément au cœur de l'organisation du travail en elle-même. Et on l'a vu avec le développement du télétravail pendant cette période de pandémie,
Ça questionne beaucoup le présentéisme à distance, par exemple. Ça questionne beaucoup le rapport au temps et le rapport à l'espace. Et donc, plus profondément, les tâches elles-mêmes, la manière dont on les organise, dont on les évalue, la collaboration d'une équipe et toutes ces choses. Donc, on va parler beaucoup de ça et peut-être plus précisément du contexte de la pandémie et de l'accélération d'un certain nombre des transitions qu'elle a provoquées. Merci Laetitia de cette ouverture qui est une ouverture très large sur les plus que les 40 dernières années. Hein. Et il y a une accélération des changements avec la globalisation. Certes, toi, tu l'as vécu dans différents pays. Avant de passer la parole à Catherine, qui est en train de recueillir les questions du public, je voudrais moi-même te poser une première question. Est-ce que tes réflexions, tu les as faites écrites, je crois, quand tu étais en Angleterre? Tu as beaucoup vécu en France. Maintenant, tu es installée en Allemagne. Est-ce que tu apporterais des modifications à ta réflexion? Est-ce que toutes ces réflexions valent de la même façon en Allemagne? C'est une excellente question et je me la pose quotidiennement maintenant que je suis en Allemagne et j'observe des différences culturelles importantes, un poids de l'industrie qui est plus fort, un poids du fameux Mittelstand, de ces entreprises familiales qui est plus fort, finalement un rapport à l'espace de travail qui est assez différent de ce que je connais dans le monde des startups que j'ai beaucoup côtoyé quand j'habitais à Paris et à Londres. Néanmoins, il y a des très grands points communs, c'est que alors la Grande-Bretagne a été le berceau de la révolution industrielle, donc c'est pas pour rien que les premiers économistes et puis les premières réflexions sur l'organisation moderne du travail sont nées au Royaume-Uni. La France et l'Allemagne, alors l'Allemagne a suivi de très près dans la révolution industrielle et donc elle est complètement, ces trois pays, avec les États-Unis qui sont le berceau de la civilisation automobile, sont complètement dans les mêmes problématiques. Hein. Fondamentalement, vivent cet héritage du contrat de labeur et sa désagrégation, avec parfois les mêmes angles morts sur le caractère désormais central de l'économie numérique, avec les mêmes angles morts sur la nécessité de dépasser les héritages d'organisation du travail qui sont ceux de notre industrie pour aller beaucoup plus avant sur l'économie de demain. Et il y a les mêmes conflits, c'est-à-dire qu'on était fort dans le précédent paradigme, on l'est beaucoup moins dans le paradigme de l'économie numérique. Et donc, il y a ce que l'économiste Christensen, qui est décédé il y a 2-3 ans maintenant, appelait le dilemme de l'innovateur. C'est très difficile quand on est bon dans quelque chose de se dire que cette chose-là, c'est le passé et qu'il faut se mettre et qu'il faut être à nouveau débutant et se mettre à autre chose. On préfère souvent vivre d'une rente qui est celle des acteurs de ce paradigme du XXe siècle, plutôt que d'embrasser celui du XXIe siècle où on n'est pas fort. Et là, on a pas mal de points communs entre l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, avec des différences évidemment importantes, hein, les secteurs qui sont un petit peu différents, le poids du tourisme qui est plus fort en France, enfin voilà, des grandes différences en termes de sectoriels. Néanmoins, les grands enjeux sont fondamentalement les mêmes. Merci Laetitia. Catherine, est-ce que tu as des questions? Oui, alors j'avais une première question auquel on vient de répondre, mais effectivement qui revenait sur les différences entre ces trois pays. Donc on va considérer que la réponse que tu as donnée est la bonne, et enfin, en tout cas qu'on ait apporté une réponse. Donc j'ai effectivement d'autres questions. Alors peut-être une première, finalement, dans cette transformation aujourd'hui, avec cet éclatement d'un certain nombre de fonctions qui ne sont plus faites dans l'entreprise, mais qui sont externalisées, contractualisées, quels peuvent être, si on essaie de dresser le tableau, les bénéfices ou les inconvénients pour l'entreprise elle-même, et notamment quel peut être l'impact sur sa performance d'avoir des tâches complètement externalisées, telles que tu viens de le décrire en fait.
l'externalisation d'un nombre de tâches de plus en plus fort est assez peu remise en question et semble même s'accélérer avec des nouvelles tendances qui sont la montée du freelancing, le fait qu'en fait les prestataires autrefois c'était des entreprises qui étaient référencées par l'entreprise, une entreprise qui faisait par exemple des services de restauration auxquels on pouvait externaliser la restauration de l'entreprise, des entreprises de ménage auxquelles on pouvait externaliser des contrats bien ficelés, l'ensemble du ménage dans les bureaux, et puis des sociétés de services informatiques auxquelles on externalisait un peu en mode boîte noire tout ce qui relevait du traitement informatique ou la création d'un site internet et des choses comme ça. Et puis tout ça, en fait, est maintenant encore plus complexe que ce que c'était dans les années 90 ou 2000, parce qu'on a maintenant dans l'entreprise et dans les équipes, et parfois qui travaillent main dans la main, des personnes qui ont des statuts différents. Certains sont prestataires, d'autres sont salariés, pourtant font parfois le même travail. Et la logique interne-externe n'est plus aussi claire qu'elle l'était à l'époque de ces prestataires qui étaient des entreprises externes. Parce que quand vous avez un freelance qui est un développeur spécialiste, par exemple, de Python, et qui va travailler main dans la main avec le département qui s'en occupe dans une entreprise, mais sans en être salarié, bien, les choses sont bien plus complexes. Et ce que j'appelle de mes voeux, c'est une vision beaucoup plus stratégique des ressources humaines au sens large, parce que les organisations regardent toujours les ressources humaines dans un sens très étroit de l'ensemble de mes salariés qui sont liés à moi par un lien de subordination. Donc je pense que les grands enjeux pour les entreprises vont être d'avoir une vision beaucoup plus stratégique de l'évolution des ressources humaines en leur sein, et puis d'affiner du point de vue stratégique ce qui relève de l'interne et ce qui relève de l'externe par rapport à la manière dont on pouvait le définir il y a encore 20 ans. Alors, je rebondis sur cette discussion, c'est une question qui vient d'arriver, je vais la prendre tout de suite avant les autres, j'en suis désolée pour les autres, mais si on essaie de prévoir le futur, quelle répartition, justement au sein d'une entreprise un peu type à l'horizon 2050, donc on se met loin, hein, mais quelle répartition entre ce qui restera de l'ordre du salariat et du contrat classique et de cet autre type de relation, freelance et tous les autres? Quelle répartition? Oui. Alors, dans les organisations, vous avez une majorité écrasante de personnes qui sont salariées. Simplement, elles ne sont pas forcément salariées de l'entreprise pour laquelle elles travaillent. C'est-à-dire qu'elles peuvent être salariées d'une entreprise prestataire qui a signé un contrat avec l'entreprise pour laquelle elles travaillent. Et c'est là où, en fait, vous avez des chaînes d'intermédiaires qui rendent les choses très complexes, mais où la distinction ou la dichotomie entre freelance ou travailleur indépendant ou entrepreneur et salarié n'est plus du tout pertinente en réalité. Ce qui serait pertinent, c'est le rapport de négociation qui peut avoir lieu entre le travailleur et le donneur d'ordre. Et là, vous avez des inégalités croissantes entre des individus qui sont finalement en bout de chaîne, où vous avez beaucoup d'intermédiaires. Prenons l'exemple dont on a beaucoup parlé en France, de ces femmes de ménage qui travaillent pour des entreprises prestataires qui font le ménage dans les hôtels Ibis du groupe Accor en région parisienne. Donc, il y a eu plusieurs conflits récemment et une petite victoire de ces femmes de ménage qui ont fait valoir justement leur pouvoir de négociation vis-à-vis du client final qui était Accor. Et Accor disait, nous, ce n'est pas notre sujet puisque ce ne sont pas nos employés. Et donc là, le pouvoir de négociation du travailleur final est faible. Et puis pour l'entreprise, on peut se dire, finalement, c'est un avantage de ne pas avoir pour responsabilité cette négociation avec le travailleur final. Mais la réalité, c'est que la prestation peut s'en trouver altérée, affaiblie, abîmée, parce que justement, on n'a plus ce lien direct. Et à force de penser qu'on peut s'en débarrasser, qu'on peut se débarrasser de cette responsabilité, finalement, on a une dégradation parfois de la qualité qui est assez importante. Et donc, l'enjeu va être de retrouver une forme de négociation plus forte entre les deux. Donc, je disais, la dichotomie n'est pas entre les deux. À l'horizon 2050, c'est très loin, c'est difficile à dire, mais en tout cas, les prochaines années, le travail
salarié restera dominant, il est toujours dominant. En revanche, ça n'est pas le même salariat que le salariat d'hier, parce que c'est un pouvoir de négociation qui est plus faible pour les travailleurs en bout de chaîne, parce qu'il y a une complexification de la relation entre les donneurs d'ordre et les travailleurs, et des inégalités croissantes entre certains qui sont dans des positions beaucoup plus privilégiées, qui peuvent on va dire, sur des métiers, par exemple, numériques, informatiques, etc., ou dans les ressources humaines, dans la comptabilité, ou que sais-je encore, qui peuvent avoir, sur certains types de compétences, un pouvoir de négociation fort, et puis d'autres qui se voient relégués en bout de chaîne et perdent complètement leur pouvoir de négociation. Donc, c'est une question institutionnelle, c'est une question collective. Quelles seront les institutions de négociation collective à échéance 2030, 2040, 2050 ? Il y a des choses qui sont en train d'être réinventées aujourd'hui. Je parlais des femmes de ménage. Les femmes de ménage, par exemple aux États-Unis, il y a un nouveau syndicat très puissant qui s'appelle je crois que c'est National Association of Domestic Workers, je ne sais plus exactement si c'est ça le sigle, mais quelque chose comme ça, qui monte en puissance, se fait connaître et défend la cause de toute une profession qui est celle des personnes qui font le ménage, enfin, des travailleurs domestiques, des travailleuses domestiques, hein, donc ça inclut plus que le ménage d'ailleurs. Vous avez dans le monde des indépendants des nouvelles institutions qui se créent. En France, il y a ce néo-syndicat, le syndicat n'est peut-être pas le bon mot, une sorte de communauté d'intérêt qui s'est créée autour du travail indépendant, des travailleurs indépendants, ça s'appelle indépendant.co, avec ce message qui est martelé par ce groupe qui dit « Nous sommes 3 millions, il est temps d'entendre notre voix pour renégocier la protection sociale, les droits associés à nos cotisations, puisqu'ils payent aussi des cotisations. Il est temps de rebattre les cartes et de renégocier les choses. » Donc, un peu partout, comme ça, vous avez l'émergence de nouvelles institutions qui posent ces questions-là. Alors, il nous reste quelques minutes avant de te donner un deuxième temps de parole. Et puis, donc, on n'aura pas le temps de prendre toutes les questions, mais on pourra les prendre aussi en deuxième partie. Donc, là, je me place vue de l'entreprise pour la dernière question. Donc, avec un objectif, évidemment, de performance et puis de garder finalement un corps social qui fonctionne pour délivrer les produits et les services de l'entreprise. Quelle posture, quelle attitude en termes de management ou de leadership doit-on développer dans ce monde qui va être assez différent de celui qu'on a aujourd'hui ? La grande question qui n'a pas de réponse unique, bien entendu, puisqu'on ne peut pas faire table rase des héritages lorsqu'on est une entreprise. On a des héritages et il est important de bien se connaître, de connaître son histoire, ses valeurs, ses héritages et de ne pas mettre à la poubelle le passé d'un revers de la main comme si ça n'avait aucune valeur. Donc, c'est là que les enjeux de transformation sont toujours fins parce qu'ils dépendent des histoires singulières, des organisations, des secteurs auxquels elles appartiennent. Mais de manière générale, je dirais que l'un des grands enjeux du leadership de demain, c'est celui de l'inclusion et du sentiment d'appartenance, dans un contexte qui n'est pas seulement celui du numérique et du travail à distance, mais aussi et surtout de montée des inégalités, d'enjeux d'inclusion de groupes qui ont longtemps été marginalisés, qu'il s'agisse tout simplement des femmes, et on parlait tout à l'heure des différences entre la France et l'Allemagne, ça c'en est une très importante, hein, qui est que c'est quand même beaucoup plus difficile de faire carrière pour une femme lorsqu'on est mère en Allemagne qu'en France, parce que même s'il existe la Ganztagsschule dans beaucoup d'endroits et que ça monte en puissance, la Ganztagsschule, ça se termine quand même assez tôt, l'école se termine assez tôt, toutes les institutions, et pendant la pandémie, tout a fermé très vite. Donc, en gros, le travail flexible, le travail qui pose la question des objectifs plutôt que du rapport au temps de manière très, très fordiste, c'est un objectif d'inclusion pour les mères, pour les pères aussi, pour tout un tas de groupes qui ne peuvent pas être au bureau de la même manière. Et ça, c'est un grand enjeu de transformation. Parce que quand on a du mal à recruter, et c'est le cas au XXIe siècle dans beaucoup de secteurs, dans beaucoup d'entreprises, notamment allemandes, l'une des solutions réside là-dedans, le développement de ces viviers sous-exploités de personnes qui ont été marginalisées par un rapport au travail
qui était basé sur la présence au bureau. Et l'enjeu d'activisme est celui d'avoir des institutions autour qui redéfinissent la notion d'infrastructure pour permettre le travail, par exemple, des maires de manière beaucoup plus massive. Donc ça, c'est un gros défi pour l'Allemagne, un gros défi qui est aussi un défi de fiscalité, parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'incitation quand il y a des fortes inégalités de revenus au sein d'un foyer pour que la deuxième personne du foyer, celle qui gagne moins, se mette à gagner plus. Donc ça va être un grand défi institutionnel. Très bien, merci Laetitia. Je crois qu'avec cette dernière question et avec tes réponses, on est déjà bien engagé dans la deuxième partie de ta conférence. Alors, je te laisse tout de suite continuer. Exactement, c'est vrai qu'on a déjà, gratté la surface de ce qui va être la deuxième partie, à savoir les enjeux liés à la pandémie elle-même ou ce que la pandémie révèle de la transition du labeur à l'ouvrage. Et je voulais partager avec vous 5 types de sujets. Peut-être, si on a le temps, on peut même en faire un 6e, ce que j'appelle les grandes vagues de débat sur le futur au travail qu'on a observé depuis le début de la pandémie. Avec ces 5 vagues, la métaphore des vagues est tout à fait pertinente dans la période. On couvre un peu voilà, les sujets qui sont les sujets clés dont on a parlé. Parce que, en fait, moi, je n'ai jamais autant parlé de futur du travail que depuis mars 2020. Plus exactement avril, parce qu'en mars, on a tous été un peu paralysés pendant le premier confinement. Et en fait, c'est beaucoup de sujets. On voit bien que ce n'est pas que le télétravail, ce n'est pas que le Zoom et la Zoom fatigue. C'est beaucoup d'autres sujets qui ont été abordés depuis mars 2020. Donc, de manière comme ça assez synthétique, je vais vous partager ce que j'appelle les 5 vagues. La toute première, c'est vous vous souvenez quand en mars 2020, en France, au Royaume-Uni, alors je ne sais pas si c'était le cas aussi en Allemagne, mais en tout cas en France et au Royaume-Uni, on avait invité les gens à aller applaudir le personnel médical, les infirmières et les médecins qui s'occupaient des malades pendant ce premier confinement. On semblait découvrir l'importance des travailleurs dits essentiels et on découvrait qu'il y avait trois grandes catégories de travailleurs. Une catégorie de travailleurs dits essentiels qui étaient obligés de sortir pour travailler, donc de s'exposer au virus, dans un contexte où il n'y avait pas encore assez d'équipements de protection, et puis on en savait moins sur la propagation virale. On manquait de masques, on manquait de protection dans les hôpitaux. En Angleterre, ça a été un très gros sujet, la protection des personnels soignants. On a commencé à parler aussi de tous ces autres travailleurs qui étaient obligés de sortir et de s'exposer, les livreurs qui livraient tous les paquets qu'on commandait sur Internet, les personnes qui travaillaient dans les supermarchés, les caristes, les caissiers et caissières, les personnes qui s'occupent des infrastructures pour qu'on puisse travailler à domicile quand on peut travailler à domicile. Donc, tous ces travailleurs dits essentiels et forment une première catégorie de population. Deuxième catégorie de population active, c'est ceux dont l'activité s'est arrêtée brutalement. Les personnes qui travaillaient dans la restauration, dont le travail s'est arrêté du jour au lendemain avec le confinement. Toutes les activités événementielles qui se sont arrêtées du jour au lendemain. Et ça, c'est des gens pour lesquels on a très vite mis en place du chômage partiel pour qu'ils puissent continuer à vivre même sans travail, même avec leur activité à l'arrêt. Et puis, une troisième catégorie qui était ceux des personnes qui peuvent télétravailler. Alors certains le savaient déjà, d'autres ont découvert qu'en fait c'était possible parce qu'avant le confinement, on leur disait non, il n'y a pas d'autre solution que d'aller au bureau. Et en gros, les pourcentages variant beaucoup d'un pays à un autre, mais en gros, on avait 3 blocs, plus ou moins un tiers, selon les pays, de télétravail, travail de front, ceux qui sortent pour aller travailler, et chômage partiel. Ces pourcentages ont beaucoup évolué, bien entendu, au cours de la période et varient d'un secteur à un autre, d'une géographie à une autre, d'un pays à un autre. Mais pour avoir un ordre d'idée, c'était à peu près ça, entre 30 et 40% de télétravailleurs. Et puis le reste, c'était ces 2 blocs restants. Et avec cette première prise de conscience ou révélation,
on a lancé des tas de discussions finalement sur la valeur du travail, sur le sens aussi du travail. Si ces travailleurs essentiels sont les plus exposés, comment se fait-il qu'ils sont aussi les plus précaires, les moins rémunérés, les moins valorisés par notre économie et par notre société? C'est cela que signifiait le fait d'applaudir les infirmières, dire bah, merci, on se rend bien compte que vous n'êtes pas bien payés, que vous travaillez dur et qu'en plus vous êtes exposés, mais merci, un grand merci à vous. Et puis, ça a un petit peu comment dire, on a sorti du chapeau des grandes questions sur la valeur, on a redécouvert ou découvert parfois le travail de cet anthropologue David Graeber, qui, ironie de l'histoire, est décédé en août 2020. Qui avait parlé des bullshit jobs et qui, lui, avait cette distinction pleine de provocation, parce que c'était un provocateur, entre les shit jobs et les bullshit jobs. Alors, les shit jobs sont des emplois qui ont du sens, qui sont profondément utiles, par exemple, livrer des paquets au domicile des personnes qui passent des commandes, mais sont précaires, sont très mal payés, payés au lance-pierre, souvent à temps partiel, parfois des temps partiels subis, qu'ils soient salariés ou pas, ce sont des emplois précaires et mal considérés et souvent mal rémunérés, pourtant profondément utiles. Donc ça, ce sont les shit jobs. Et puis l'autre, il appelait ça, toute la provocation qui les caractérisait, les bullshit jobs. Il en a parlé déjà il en parlait déjà dès 2015-2016, c'est un terme dont on a beaucoup parlé. Il a même publié un livre en 2018 où il a vraiment beaucoup décortiqué ce sujet-là. Il avait lancé ça de manière provocatrice. Eh bien, les bullshit jobs, ce sont ces emplois où toute une partie des tâches qui les constituent sont perçues par ceux qui les font comme soit inutile, soit toxique, soit du pur gaspillage de temps. Elle inclut des tâches de gens qui ont l'impression de faire semblant de croire à quelque chose auquel ils ne croient pas vraiment, la notion de faire semblant est vraiment au cœur de ce bullshit, ou de faire quelque chose qui contribue à faire le mal dans la société, soit parce que c'est une activité polluante, soit parce que ça consiste à vendre quelque chose auquel on ne croit pas du tout, ou soit parce que ça consiste finalement à amplifier des inégalités existantes et des problèmes sociaux en augmentation. Et étonnamment, pour David Graeber, qui avait lancé ça un peu sur le ton de la provocation, ce concept des bullshit jobs a touché une corde sensible chez beaucoup de ceux qu'on appelle les cols blancs. Et dans certains pays, il y a des sondages qui ont été menés, comme un sondage qui a été mené par YouGov en 2015 au Royaume-Uni, qui a révélé que c'était 40% de ces sondés qui disaient s'identifier au concept de bullshit jobs parce que tout ou partie des tâches qu'ils faisaient dans le quotidien de leur travail leur semblait bullshit. Donc, c'est évidemment très fort, cette distinction, et c'était vraiment quelque chose qu'on a semblé redécouvrir avec le télétravail forcé et puis le côté un petit peu factice de l'organisation qui en a découlé, les problèmes immédiats que ça a posé. Beaucoup de gens se sont dit, mais qu'est-ce que je fiche là en fait? À quoi sert cette énième réunion Zoom ou Teams? À quoi sert ce que je fais? Le tout dans un contexte d'anxiété lié à la pandémie, ça a beaucoup accéléré ces questionnements-là. Et donc, ces grandes questions sur la valeur, sur qui on paye, pourquoi on paye si mal certains postes et pas d'autres, ça a été pour moi la première grande vague de débat sur le futur du travail. Et sans doute celle aussi qui a donné lieu au plus d'idées utopistes sur le monde d'après, sur la valorisation, sur le sens. Et pourtant, on a tourné cette page assez rapidement. Cette première vague, on l'a grandement oubliée aujourd'hui, et c'est mon plus grand regret. Il faudrait qu'elle soit toujours présente avec nous. La deuxième grande vague, on en a parlé un petit peu, c'est celle autour de... Alors, elle est née en été 2020, déjà un peu probablement déjà au printemps, mais en tout cas l'été 2020, c'est le moment à partir duquel une économiste du nom de C. Nicole Mason, dans un think tank britannique, a inventé ce mot de she-cession. Vous avez peut-être entendu parler, c'est cette récession qui frappe les femmes plus durement que les hommes, à la différence de la man-cession de 2008, cette crise économique de 2008 qui frappait beaucoup les secteurs industriels, les emplois de la construction, qui étaient des emplois plus masculins. Et dans le contexte, qui était le contexte britannique et américain, on a observé que beaucoup de femmes avaient été soit en chômage partiel, soit parce qu'elles devaient garder les enfants
quand les écoles étaient fermées, les crèches étaient fermées, soit parce que dans les secteurs du tourisme, restauration, etc., elles sont relativement nombreuses et leurs emplois étaient donc plus concernés par l'arrêt de l'activité. On a observé aussi que parmi les télétravailleurs, il y avait des inégalités importantes parce que les femmes, dans le contexte de la sphère domestique, sont face à des inégalités qui n'ont pas bougé face aux corvées domestiques, aux tâches de parentalité, etc. Donc, ne peuvent pas travailler de la même manière. Il y a eu ces chiffres dans l'été 2020 qui étaient frappants sur le rapport, l'accès à l'espace dans lequel on peut se concentrer pour travailler, la fameuse chambre à soi dont parlait déjà Virginia Woolf. Beaucoup d'études ont montré qu'il y avait des inégalités très fortes dans le rapport à l'espace de travail au sein de la sphère domestique, même dans un couple où les deux ont une carrière, et même pour les femmes dont les revenus sont plus importants dans le foyer, sont supérieurs à ceux du conjoint, de la deuxième personne du foyer. Donc ça, c'est évidemment des révélations qui sont une révélation que pour certains, pas pour d'autres. D'autres savent toujours que oui, les inégalités sont très fortes, mais ça a été amplifié, accéléré, ça a pris des formes multiples et ça a contribué dans cette vague post-MeToo de discussion sur l'inclusion, la diversité, le progrès des inégalités, à faire prendre conscience que on n'a pas beaucoup avancé, que depuis 10 à 20 ans, l'avancée ou les progrès sur le front de l'égalité femmes-hommes stagnent, on a une forte stagnation, et que, en particulier, le sujet de la parentalité et de la maternité est au cœur de tous les problèmes. Et c'est à partir de là que les inégalités s'amplifient très fortement. Donc ça aboutit, il en reste quelque chose aujourd'hui, il reste des débats très profonds à l'échelle des organisations, des entreprises, la question de l'organisation du travail qui permet d'inclure tout le monde. À l'échelle des sociétés, des pays, vous avez des grands débats sur les infrastructures, la garde d'enfants, les écoles, le rôle de tout ce qui permet de soutenir l'emploi et l'emploi des mères notamment. J'en parle en regardant ce qui se passe en Allemagne et en voyant à quel point on s'est complètement reposé sur les mères pendant cette période de pandémie, quand toutes les écoles étaient fermées pendant très longtemps, beaucoup plus longtemps qu'en France. La France avait fait le choix d'ouvrir les écoles pour permettre le travail de tous et de toutes. Donc, il en reste quelque chose parce que quand on regarde ce qui se passe avec le gouvernement Biden aux États-Unis, on voit que dans les débats sur ce qui relève des infrastructures, il est question d'inclure le child care comme une infrastructure. On se rend compte que sans la garde d'enfants, sans un accès facile et peu cher à la garde d'enfants, ce sont des millions de femmes qui sont empêchées de travailler et parfois des femmes avec des hauts revenus. Donc, il y a une espèce de double contraction du PIB qui est à l'œuvre. C'est que si l'activité de garde d'enfants disparaît, il y a cette activité qui disparaît, et puis il y a l'activité d'une comptable, avocate, experte en marketing ou que sais-je, qui disparaît aussi. Donc, vous avez des emplois peu rémunérés, puis des emplois à plus forte valeur ajoutée, et les deux se contractent. C'est ce qu'on a observé pendant le confinement. Donc, l'enjeu de ces infrastructures, de ces services de proximité que sont le healthcare, pour parler américain, et le childcare, donc la garde d'enfants et les soins de santé, etc., ça relève des infrastructures parce que cela permet le travail de toutes sortes dans toutes sortes de personnes qui parfois sont sur des emplois beaucoup plus fortement rémunérés. En gros, pour une comptable, il faut une garde d'enfants, pour dire les choses très simplement. Ça, c'est la deuxième vague. Je dirais qu'on est encore dedans et qu'il y a une infinité de débats qui en découlent sur ce qui permet la diversité et l'inclusion au travail. La troisième vague, je devrais accélérer un peu parce que je vois le temps qui file et je suis un peu trop longue. La troisième vague, je vais la faire plus rapide, concerne l'automatisation d'un certain nombre de tâches dont on s'est aperçu à l'automne 2020 qu'il y avait une forte accélération dans certains domaines et qu'il y avait des conséquences non seulement sur la disparition de certaines tâches, notamment par exemple tous les métiers de guichet qui ont été beaucoup remis en question pendant cette période de pandémie, qui le sont déjà depuis longtemps puisque les activités de guichet sont des activités qui en fait sont
des tâches effectuées par les utilisateurs en bout de chaîne sur leur smartphone. L'illustration la plus basique, c'est vous achetez votre billet de train sur votre smartphone plutôt que d'aller dans un guichet pour l'acheter. Donc, c'est pareil dans toutes sortes d'emplois, banque, assurance, téléphonie, etc. C'est tout un tas de centaines de milliers d'emplois de guichets qui sont progressivement remplacés ou supprimés par le numérique, mais il y a aussi tout un tas de ce qu'on appelle des bots, hein. Donc c'est pas des robots, des cyborgs venus vous assassiner du futur, hein. C'est tout simplement des algorithmes qui sont partout et qui, quand ils ne suppriment pas des tâches, en fait, transforment la nature de celles qui restent, hein, ou transforment le travail de ceux qui restent et aliènent davantage un certain nombre de travailleurs, parce que ce qu'on appelle aujourd'hui le management algorithmique, notamment celui qui est à l'œuvre sur les plateformes de travail à la demande, qui concernent les livreurs de repas à domicile, etc., eh bien, ils ont le sentiment d'être à la merci d'algorithmes sur lesquels ils n'ont pas de pouvoir de négociation, d'influence. Donc, il y a en bout de chaîne une forme de déshumanisation qui rend le travail souvent plus pénible parce qu'on mesure votre temps de manière en flux continu, ce qui crée une aliénation extrême, une surveillance permanente qui pèse beaucoup plus durement sur des travailleurs qui sont moins valorisés économiquement parlant, je veux dire. Donc, c'est la troisième vague. C'est une vague ancienne, je dirais, de débat entre les techno-optimistes et les techno-pessimistes pour savoir quel est l'impact de la révolution technologique sur d'abord la création d'emplois tout court et puis la nature des emplois qui restent. Et longtemps, les optimistes ont dit ne vous inquiétez pas, on crée toujours plus d'emplois les machines créent toujours plus d'emplois qu'elles n'en détruisent, ça s'est montré dans l'histoire. Et les pessimistes disent oui, mais dans la transition, les emplois créés demain ne correspondent pas ni au secteur, ni aux compétences, ni à la géographie de ceux qui les perdent, et qu'à moyen terme, en fait, il y a des situations qui sont difficiles et terribles pour beaucoup d'individus qui soit voient leur emploi disparaître, soit voient leur emploi, les conditions de travail se dégrader rapidement et brutalement. Donc, le débat n'est pas tranché, mais il a certainement été accéléré par cette période de pandémie où parfois pour des bonnes raisons, on a accéléré l'automatisation, parfois pour éviter, par exemple, des contacts humains qui pouvaient être source de contamination. La quatrième, c'est bien ça, on en est à la quatrième grande vague, on en a parlé un petit peu aussi, c'est tout ce qui relève de la numérisation de l'économie. Ce n'est pas tout à fait la même chose que l'automatisation, la numérisation, parce que c'est de dire que c'est pas forcément disparaître, mais ça change d'acteur. Vous avez un déplacement de la valeur sur une chaîne de valeur. L'illustration que j'aime bien donner concerne par exemple l'hôtellerie où vous avez un achat de chambres d'hôtel qui se fait sur Booking, qui prélève 30%, quelque chose comme ça, du prix que paye l'utilisateur final, ce qui affaiblit la position des hôtels qui sont référencés sur la plateforme. Ça, c'est un exemple de déplacement qui a des conséquences économiques profondes sur les emplois, sur le travail des acteurs concernés, parce que vous avez des nouveaux acteurs qui deviennent plus puissants, d'autres qui s'affaiblissent, des entreprises qui disparaissent, certaines dont le modèle économique est incompatible avec la révolution numérique, qui progressivement sont marginalisés et peut-être mis en faillite. On dit qu'en 2021, après cette parenthèse de 2020, il y a déjà des grandes vagues de faillites et il y en aura beaucoup plus de faillites d'entreprises. Une fois que les mécanismes de soutien aux entreprises auront pris fin, quand on décidera que la crise sanitaire n'explique pas tout et que maintenant on va arrêter de soutenir ou d'aider les acteurs concernés, bien quand on enlève les perfusions, beaucoup d'entreprises ne tiendront pas le choc et c'est parfois parce que la crise leur aura coûté leur trésorerie, mais parfois c'est aussi parce que leur modèle économique ne correspond pas à une économie qui est devenue très rapidement beaucoup plus numérique. Donc ça a des impacts évidemment sur les emplois.
je parlais des guichets tout à l'heure, c'est en fait énormément d'emplois, des compétences nouvelles dont on a besoin. Et ça questionne, et c'est un des grands débats de cette période de pandémie sur le futur du travail, ça questionne nos institutions de formation qui, à l'origine, ciblent surtout les plus jeunes et pas du tout les plus vieux. Or, transition démographique oblige, en fait, il y a beaucoup plus de plus vieux que de plus jeunes. Donc, comment est-ce qu'on assure ces transitions professionnelles, ces formations? Comment est-ce qu'on fait évoluer la protection sociale pour soutenir les gens qui vivent des accidents de parcours dans les carrières qui risquent d'être plus nombreux? Voilà, c'est la 4e. Et la 5e, je ne vais peut-être pas la détailler, Jacqueline, ça fera peut-être l'occasion d'une question. Oui. Exactement. La 5e vague, je vous laisserai me poser des questions, concerne ce qu'on appelle maintenant le travail hybride, c'est le mot à la mode, et la transformation du travail pour ces personnes qui peuvent télétravailler, qui vont revenir au bureau, mais pas complètement, mais on ne reviendra pas à l'avant, et le code a changé, etc. Donc, c'est tous les débats autour du retour au bureau qui sont très présents dans les médias et dans les réflexions des entreprises aujourd'hui. Oui, et puis dans beaucoup de têtes, non, je pense qu'il y a pas mal d'entre nous qui sont impatients de retrouver un quotidien un peu plus familier. Hein. Et Catherine, est-ce que toi tu veux, je crois qu'il y a pas mal de questions qui sont venues de notre public nombreux. Est-ce que tu veux tout de suite poser les questions? Oui, alors je vais en prendre une première qui est sur le creusement des inégalités, et notamment des inégalités hommes-femmes. Tu as beaucoup parlé des infrastructures qui permettent, vu des États, vu des gouvernements, de réduire ces inégalités ou en tout cas d'essayer de les compenser. Mais est-ce que tu pourrais partager avec nous des bonnes pratiques, quelques exemples qui pourraient être faits côté entreprise pour que finalement ces inégalités ne se creusent pas trop, et puis pour garder donc une contribution des femmes, notamment dans l'entreprise, au niveau qui nous paraît le plus adapté. Côté entreprise, je vois au moins trois grands types de mesures dont l'efficacité a été éprouvée. La première sont des choses, on va dire, symboliques, mais aussi parce que les histoires qu'on se raconte et les valeurs qu'on met en avant sont très importantes, des choses qui permettent de faire avancer les esprits. C'est tout ce qui concerne justement la représentation. Les rôles modèles, la mise en avant de modèles, les galeries de portraits dans les entreprises, la présence d'une diversité de population de l'entreprise à tous les échelons. Donc, ce sont des choses qui concernent à la fois le caractère médiatique, parce que dans chaque entreprise, il y a la communication interne, ce sont des enjeux de médias, en fait, hein, des enjeux où on peut appliquer des modèles qui sont ceux qui ont été expérimentés par les médias. Notamment, la BBC a mis en place un programme qui s'appelle le programme 50-50 ou l'initiative 50-50 qui vise à montrer à l'écran autant de femmes que d'hommes. Et la plupart des équipes de la BBC s'en sont emparées et on a maintenant des gens qui commentent l'actualité, les experts, etc., autant de femmes que d'hommes à l'écran. Donc ça, ce sont des choses symboliques. Dedans, on peut inclure aussi la création d'un congé paternité à égalité avec un congé maternité pour faire avancer les esprits par rapport à la parentalité. Hein, premier parent, second parent, dans certaines entreprises, pas toujours homme-femme, ça c'est juste pour les couples hétérosexuels, mais en tout cas l'idée que voilà, il faut changer le rapport à la parentalité et l'entreprise peut jouer un rôle là-dessus. En France, il y a pas mal d'entreprises qui se sont emparées de ce sujet-là et ont fait du congé paternité ou du congé second parent un symbole fort de leur engagement vis-à-vis de l'égalité face à la parentalité. Deuxième grand type de mesures qui ont un impact très fort, c'est tout ce qui relève des incitations managériales et des objectifs chiffrés de diversité. Donc, alors la différence entre la diversité et l'inclusion, c'est intéressant, c'est que la diversité, c'est alors selon une liste de critères qu'on peut déterminer, avoir des gens différents. C'est plutôt un sujet de recrutement, alors que l'inclusion, c'est plutôt un sujet de management. L'inclusion, c'est le fait de donner à chacun les moyens d'être performants au travail, d'être pleinement eux-mêmes ou elles-mêmes au travail. Et ça inclut beaucoup plus d'éléments sur la qualité de vie au travail, sur la nature de la culture, la misogynie, le harcèlement, le sexisme, etc., qui est encore présent
fortement dans certains secteurs, dans certaines populations. Donc, ce sont des choses qui concernent la formation, la culture, la neutralisation des biais cognitifs et l'incitation des managers à une amélioration chiffrée, une transparence sur les chiffres, des inégalités, des chiffres qui sont des chiffres de représentation et des chiffres de rémunération. Et là, on a quand même fait pas mal de progrès au cours des 10 dernières années, avec notamment en France la loi Copé-Zimmermann, qui a poussé beaucoup d'entreprises à créer des indicateurs qui n'existaient pas. Maintenant, on a des chiffres. Ça demande, maintenant, il faut aussi rendre des comptes. Quand on a des chiffres, on doit rendre des comptes. Et puis, troisième chose, c'est la plus importante, je le dis très vite, le troisième type de mesure, en fait, concerne l'organisation du travail elle-même. Et le fait que la flexibilité au travail, autour de valeurs plus artisanales, plus d'autonomie, plus de responsabilité, plus de créativité au travail, cela favorise grandement l'inclusion. Très concrètement, par exemple, si une femme n'est pas obligée de demander un temps partiel simplement parce qu'on lui demande une présence parfois vaine au travail, ça évitera des inégalités de promotion et de carrière considérables. Mais il ne faut pas que ce soit un sujet de femmes, c'est un sujet pour tous et toutes. Sinon, le risque, c'est d'avoir un bureau encore plus peuplé d'hommes ou de femmes sans enfants, où on est réputé engagé, on est là à jouer des jeux politiques, et puis en télétravail, on aura ceux et celles qui sont réputés moins engagés, notamment les mères de jeunes enfants. Et là, ça ne va pas du tout. Ça sera la même chose que du temps partiel. C'est un système à deux vitesses avec un creusement des inégalités. Donc, il s'agit vraiment de poser ces questions pour toutes et tous, et pas de le cantonner à des catégories de population. C'est très clair. Merci pour les recommandations pour chacun d'entre nous. Donc, je pense qu'on va prendre une dernière question qui est finalement probablement autour de ta 5e vague. Donc, aujourd'hui, ça fait 1 an et demi finalement qu'on est dans cette pandémie. Donc, quels sont les changements que tu vois qui sont des changements profonds et quels sont ceux qui vont un peu disparaître dans un monde dans lequel nous allons retourner? Enfin, qu'est-ce que ce concept de retour finalement? Donc, qu'est-ce qui est là pour durer et qu'est-ce qui va peut-être disparaître? Alors, à court terme, on vit encore dans l'illusion qu'on va pouvoir retourner. Et puis, pour certains, c'est une réalité. On va retourner à ce qu'on faisait déjà, aller au bureau de telle heure à telle heure, et puis rentrer chez soi après, et puis faire des trajets pendulaires entre les deux. Donc, pour une partie de la population, ça sera ça sans différence. Mais plus profondément, à la marge, et cette marge, en fait, est beaucoup plus massive qu'il n'y paraît, vous avez beaucoup d'entreprises qui se sont créées sans bureau, beaucoup d'entreprises, notamment dans le numérique, qui pratiquent le travail hybride depuis l'origine, et donc beaucoup plus d'alternatives d'emploi qui vont être beaucoup plus flexibles. Et donc, sur certaines catégories de talents, notamment, on parlait toujours des ingénieurs, qui sont ceux dont on manque le plus en Allemagne, tous les ingénieurs, tous les métiers dits de la classe créative, des métiers créatifs qui peuvent être en très forte demande. Eh bien, comme il existe des alternatives au travail de bureau classique, à l'aliénation du labeur sans les contreparties, pour revenir à cette première partie, eh bien, la concurrence va se faire de plus en plus forte. On parle déjà de difficultés de recrutement aujourd'hui, et ça va mettre assez rapidement la pression à toutes ces organisations qui pensent qu'on peut retourner au bureau comme si de rien n'était, parce que les difficultés de recrutement vont s'amplifier. Et si elles ne transforment pas profondément leur organisation de travail et n'offrent pas davantage de flexibilité, d'autonomie, etc., elles n'auront que deux alternatives, soit avoir des postes vacants, soit avoir recours à de la prestation. Avoir recours à de la prestation, c'est laisser des compétences clés à l'extérieur de l'organisation. Et c'est risqué d'être encore plus marginalisé dans ces chaînes de valeur de plus en plus numériques si on ne dispose pas en interne des compétences nécessaires. Merci, Laetitia. Nous te remercions chaleureusement de ta conférence, d'avoir partagé tes réflexions avec nous. Et nous espérons pouvoir continuer les discussions un autre jour autour d'un verre en direct, parce que je pense que chacun d'entre nous a encore des questions. La pandémie disparaîtra, mais la question du sens du travail, je pense que non, ça c'est là pour rester.